Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Nous allons directement sur le continent africain où les risques des jonctions État islamique et Boko Haram sont fort probables. Les Nations Unies ont déclaré ce jour que le groupe État islamique est en pleine expansion sur les territoires qu'il contrôle en Libye. Et cette déclaration est de Martin Klober, envoyé spécial de l'ONU. La société civile burkinabé accuse les autorités de faire pression sur la justice militaire pour annuler les mandats d'arrêt contre l'ancien président Blaise Compaoré et le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro. Blaise Compaoré est poursuivi dans son pays dans le cadre de l'assassinat de l'ex-chef de l'État Thomas Sankara en 1987. M. Compaoré est inculpé d'assassinat, d'attentat et de recel de cadavres. Reprise du procès d'Hissène Habré à Dakar, il s'agira de la deuxième phase de ce procès. Le tribunal va suivre les plaidoiries des parties civiles et de la défense ainsi que le réquisitoire du parquet. Hissène Habré a été inculpé pour crimes contre l'humanité pendant son règne de 1982 et à sa chute en 1990. Et dans le cadre de notre débat radiophonique de ce mois, nous réfléchissons sur l'entrepreneuriat des populations issues de l'immigration africaine. Et dans ce cadre-là, donc, nous poursuivrons ce soir avec des témoignages et surtout notre invité est une personne assez aguerrie dans ce domaine. Il s'appelle Abdoulaye Diarra-Souba. Il est consultant en management stratégique des entreprises. Il nous dira pourquoi certains Africains, notamment ceux qui sont dans les commerces et alimentaires, semblent s'improviser chez l'entreprise et aussi pourquoi ce manque de solidarité parmi ces hommes d'affaires. Le développement de toutes ces informations et bien d'autres dans quelques instants. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Annoncé dans un titre, donc, notre consultant ce soir, il s'appelle Abdoulaye Diarra-Souba. Il est consultant en management stratégique des entreprises. Il est lui-même chef d'entreprise. Il nous accompagnera donc tout au long de ce magazine parce que dans la deuxième partie du magazine, effectivement, nous parlerons de l'entrepreneuriat. Abdoulaye Diarra-Souba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Juvénal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce soir, on vous remercie d'être là parce que nous aimerions donc parler de l'entrepreneuriat dans l'univers des immigrés, notamment ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne. La question qu'on a envie de tout de suite vous poser est celle de savoir pourquoi aujourd'hui on a l'impression, quand on observe dans la zone dite de la Guillotière, nous sommes à Lyon, effectivement, là où qui est très florissante en commerce africain, on a le sentiment que tout le monde s'improvise sur l'entreprise là-bas, en sens que on remarque qu'il y a des magasins alimentaires ou alors des centres de coiffure qui poussent les uns après les autres. Pourquoi cela? C'est très bien. C'est la preuve d'un dynamisme des membres de notre communauté face aux différents problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Déjà, vous savez, tout le monde le sait, la courbe du chômage est très importante. L'État n'arrive pas à trouver les moyens, n'arrive pas à mettre en place, en tout cas, les dispositifs nécessaires pour réguler le chômage. Donc, soyons heureux que certains de nos compatriotes puissent se jeter, je dirais, dans l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, pour moi, c'est une bonne chose, c'est signe d'un dynamisme des membres de la communauté, et tant mieux. Abdoulaye Diarra-Souba, on va vous laisser quelques secondes, mais la question suivante est de savoir, vous-même, est-ce que vous pensez qu'on peut s'improviser chez l'entreprise? Écoutez, s'improviser, le terme n'est pas
n'est pas adéquat, je dirais, mais peut devenir chef d'entreprise toute personne qui a la volonté de s'en sortir et de mettre en œuvre son art, son savoir-faire et de le vendre, tout simplement. Donc, c'est possible. Bon, c'est plus facile pour certains, si vous voulez, parce que il faut d'abord avoir un esprit à la base. L'esprit d'entreprendre est un esprit qui, quand il est prédominant, comme c'est le cas chez certaines personnes, ça va tout seul, si vous voulez. Ça marche, les affaires se créent rapidement auprès de ces personnes, et puis bon, ils arrivent assez facilement, je dirais, à se confronter au marché. Très bien. On vous retrouve dans quelques instants. On va avoir le temps pour nous de faire un petit tour sur le continent africain via les ondes. Merci, à tout de suite. On annonce donc un titre qui a un fort risque de jonction entre l'État et l'organisation État islamique et Boko Haram. L'envoyé spécial de l'ONU, M. Martin Kobler, a déclaré à nos confrères de la BBC que les djihadistes pourrait aller plus loin à l'intérieur de l'Afrique en établissant des liens avec le groupe islamiste Boko Haram au Niger, au Tchad et au Nigeria. M. Klober a indiqué que l'État islamique avait profité du vide politique que traverse le pays. Il a appelé les partis au conflit à mettre en place un gouvernement d'union nationale le plus tôt possible. Le chef des opérations spéciales de l'armée américaine en Afrique a relevé qu'il y a une plus grande coopération dans la région entre les groupes djihadistes. Il a souhaité une meilleure coopération militaire à l'instar de la force multinationale qui lutte contre Boko Haram au Nigeria, au Tchad, au Cameroun et au Nigeria. La société civile burkinabé accuse les autorités de faire pression sur la justice militaire pour annuler les mandats d'arrêt contre l'ancien président Blaise Compaoré et le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro. Blaise Compaoré est poursuivi dans son pays dans le cas de l'assassinat de l'ex-chef de l'État Thomas Sankara en 1987. Monsieur Compaoré est inculpé d'assassinat, d'attentat et de recel de cadavres. Quant à Guillaume Soro, il est accusé par la justice burkinabé d'avoir soutenu le putsch raté du général Gilbert Diendéré le 17 septembre 2015. Pression sur la justice, on s'interroge de nouveau parce que le procureur de la République du Burkina Faso lui-même a introduit une demande d'annulation du mandat contre Guillaume Soro, mais la requête a été rejetée. Après le syndicat des avocats, c'est au tour du Balai citoyen, un mouvement qui a été actif dans la mobilisation du départ de Blaise Compaoré, de dénoncer la politisation de cette affaire. Dans une interview, l'un des leaders du mouvement, le rappeur Smokey, a déclaré qu'il prend au mot le nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré qui a promis de faire respecter la défense de la Constitution. Smokey dit espérer que le respect de la séparation des pouvoirs pourra permettre de garantir l'indépendance de la justice dans les deux dossiers. Reprise du procès d'Hissène Habré à Dakar. Il s'agira de la deuxième phase de ce procès. Le tribunal va suivre les plaidoiries des parties civiles et de la défense, ainsi que le réquisitoire du parquet. Hissène Habré a été inculpé pour crime contre l'humanité pendant son règne de 1982 à sa chute en 1990. Ce sera une semaine chargée dans ce procès de l'ancien président tchadien. D'après un calendrier annoncé par le tribunal spécial africain, il était prévu hier et aujourd'hui les plaidoiries de la partie civile. Elles seront suivies demain mercredi par le réquisitoire du parquet avant les plaidoiries de la défense jeudi et vendredi. Toutefois, le calendrier pourrait changer si l'une ou l'autre des parties demande un délai supplémentaire. Il appartiendra alors au président du tribunal de juger de la pertinence de la requête. Cette deuxième phase de ce procès, le premier du genre, intervient près de 2 mois après la fin des auditions de plus de 90 témoins en décembre dernier. Le procès a débuté le 20 juillet 2015 devant les chambres africaines extraordinaires. Le présent au tribunal, souvent forcé de se présenter, Hissène Habré a refusé de parler. 2 jours après le début des audiences, ses avocats ont refusé de se présenter à la barre et la Cour a nommé 3 autres avocats commis d'office pour le représenter. La défense a eu 45 jours pour étudier le dossier avant la reprise des audiences. En exil au Sénégal depuis 1990, Hissène Habré est poursuivi pour crime contre l'humanité. Les victimes ont livré devant le tribunal leurs témoignages sur les cas de torture, viol, esclavage sexuel, massacre et la destruction des villages. Les avocats de la défense ont plaidé non coupables. Selon eux, il n'y a pas de preuves incriminant directement leur client. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous repartons directement en Afrique du Sud pour donner cette nouvelle sur la pression qui s'accentue sur Zuma. Les avocats du président sud-africain ont informé la Cour constitutionnelle que Jacob Zuma va rembourser les frais des travaux effectués dans son ranch de Kandla
et qui ne sont pas du tout liés à la sécurité. Rappelons que Jérémy Gantelet a déclaré que M. Zuma a reconnu qu'il a eu tort de ne pas avoir respecté les recommandations de l'organisme chargé de veille à l'utilisation des deniers de l'État. Mais il a ajouté que le président n'avait pas violé la Constitution. La semaine dernière, M. Zuma a offert de rembourser une partie des millions dépensés sur le ranch dans le KwaZulu-Natal après avoir refusé de se conformer aux conclusions de la médiatrice de la République. En 2014, rappelons donc qu'elle avait estimé que certains aménagements, tels que la piscine, ne pouvaient pas être considérés comme étant liés à la sécurité. Les deux principaux partis d'opposition sud-africains ont manifesté ce mardi devant la Cour constitutionnelle à Johannesburg. Après cette dernière nouvelle, donc, nous allons rentrer dans la partie réservée au débat radiophonique. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés. Mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Une fois de plus, Abdoulaye Jarasuba, bonsoir. Bonsoir, M. Juvenal. Pour ceux qui ne prennent le train en marche que maintenant, vous êtes chef d'entreprise, vous-même, vous êtes également consultant en management stratégique des entreprises. Alors, la question que je vais vous poser sur on va dire sur celui que vous êtes, consultant en management stratégique des entreprises, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tout simplement que, d'abord, je précise que je suis consultant en management tout court. Oui. Il y a deux volets, il y a le volet stratégique, il y a le volet opérationnel. Donc, consultant en management signifie que, c'est une action qui consiste à accompagner, si vous voulez, un métier qui consiste à accompagner les chefs d'entreprise, les décideurs d'entreprise dans leur gestion, soit à long terme, là on parle de stratégie, dans leur vision à long terme, soit à court terme et on parle en ce moment là de management opérationnel. Voilà. Avec nous également, nous sommes avec Vivien Gattuesi. Bonsoir. Bonsoir Juvenal. Merci d'avoir accepté une fois de plus de nous faire une place dans votre agenda. Je sais que je vous ai bousculé un tout petit peu parce qu'effectivement, ce soir, ce n'était pas prévu d'être parmi nous. Dites-nous, la semaine dernière, on a évoqué la question de l'entrepreneuriat des migrants, notamment ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne, et on déplorait le fait qu'ils semblent s'improviser chez l'entreprise. Ce soir, on voulait aborder un autre pan de l'entrepreneuriat avec vous, avec également Abdoulaye Jarasuba, qui a une longue expérience dans ce domaine-là. On a constaté également qu'il n'y a pas une réelle solidarité entre ces chefs d'entreprise issus de la diaspora africaine. Est-ce que vous, en tant que conseiller dans ce domaine-là, vous l'avez remarqué? C'est vrai que je dirais que je suis plutôt sur le métier en fait de l'amorçage de projet, donc en antécréation, donc je ne peux pas évoquer justement la question qui relève de celle justement de la post-création où les entrepreneurs sont amenés justement à s'organiser autour d'associations. Mais je pense que la question est simplement le fait justement d'une initiative qui serait prise en fait par les chefs d'entreprise déjà en activité de pouvoir en fait se mobiliser en réseau pour justement développer en fait des business en fait. Bien. Je pense que cette question devrait se poser à chaque entrepreneur qui a justement l'ambition de pouvoir en fait développer son activité et s'intégrer dans un environnement, un réseau en fait assez important pour justement faire croître son chiffre d'affaires s'il le souhaite. Je me tourne donc avec Abdoulaye Jarasuba, qui est également chef d'entreprise. Dites-nous, est-ce que les Africains n'ont pas besoin eux-mêmes de se retrouver comme en collectif de chefs d'entreprise? Il n'y a pas ce besoin parmi eux? L'effet des synergies a toujours été bénéfique pour tous ceux qui mettent cette synergie-là en mouvement. Il est certain que le fait d'appartenir à un réseau simplifie mais grandement les choses. Pour cela, il faut déjà se rencontrer. Il faut se dénombrer même, je dirais déjà, se rencontrer et puis discuter de nos intérêts communs. Entre autres choses, songez tout simplement que ceux qui détiennent des magasins alimentaires puissent se mettre en réseau rien que pour acheter, constituer une centrale d'achat et à partir de là faire jouer justement
la puissance qui pourrait se dégager par le fait même de la création de cette centrale d'achat auprès de différents fournisseurs avec qui pourraient contracter et puis obtenir des coûts plus intéressants. Voilà. Voilà qui est dit. Dites-nous, pour comprendre, cela fait combien d'années que vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, M. Yarasuba? Excusez-moi, pardon. Cela fait combien de temps que vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, que vous êtes chez l'entreprise? Ça fait une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Que je suis dans différents secteurs. J'ai d'abord travaillé dans la distribution spécialisée, en informatique et en électronique, où j'ai été manager pilote et même assistant au directeur régional dans le groupe Intertemps, chez Tandy. Ça, c'est pour les anciens, puisque ce groupe n'existe plus sauf au Canada et aux États-Unis. J'ai travaillé à mon compte en Côte d'Ivoire, mais ça a été très bref, comme consultant en stratégie, en organisation d'entreprise. Je suis revenu en France où je me suis axé et ancré même, je dirais, sur un secteur qui en 2005 s'avérait porteur, et je ne m'étais pas trompé, c'est celui des services à la personne. J'ai dirigé pendant 10 ans une structure dans ce domaine, et aujourd'hui, je m'adresse également aux personnes qui souhaiteraient, œuvrer, entreprendre dans ce secteur-là, afin de les accompagner en tant que consultant. Alors, voilà. Dites-nous un peu. Alors, oui, si on comprend très bien, vous avez dit que vous êtes un ancien dans ce domaine-là. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous dire pourquoi, apparemment, il n'y a pas une réelle fédération, il n'y a pas une réelle mutualisation socialisiste de manière assez secrète? On n'en connaît pas beaucoup dans la région lyonnaise. Pourquoi? Donc je reviens à mes propos là que je tenais tantôt. Oui. Il faut déjà se connaître. Donc j'ai utilisé le mot se dénombrer. Et oui, on pourrait même passer effectivement par un recensement, excusez-moi, des chefs d'entreprise de la communauté, ne serait-ce que dans la région lyonnaise. On saurait en ce moment là qui est qui, et puis à la faveur de réunions qu'on pourrait convoquer, se rencontrer et puis voir dans quelle mesure on peut travailler, se mettre en réseau et travailler ensemble. Mais je veux dire, à ce jour, pourquoi cela est-ce que cela a déjà existé dans le passé? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a certainement des raisons culturelles déjà. Peut-être que la notion de propriété privée, le sentiment très fort de la propriété privée est ancré plus particulièrement chez les Africains, de sorte qu'il y a une espèce de crainte de se mettre avec quelqu'un d'autre afin d'essayer de faire des affaires. Je ne sais pas, mais culturellement, il est certain qu'il y a des raisons. Bon, alors, je vous prends moi, M. Yarasuba, et justement, c'est là que je m'intéresse à vous en tant qu'ancien. Je veux dire, depuis lors, oui. Vous qui venez de la sous-région Afrique de l'Ouest, parce qu'on se dit quand même que ceux qui sont en Afrique de l'Ouest ont quand même, sur le plan culturel, beaucoup de points communs. Est-ce qu'il n'y a que des points de différence? Si vous dites que culturellement, ça pourrait être un frein, ceux qui viennent d'Afrique de l'Ouest ont quand même plus de points communs. Pourquoi ils ne s'unissent pas, par exemple, en sous-région, comme c'est le cas sur le continent? En réalité, il faut admettre que, il faudrait une étude tout simplement, une étude qui aurait une valeur scientifique, je dirais, et qui permettrait de mettre en lumière les vraies raisons pour lesquelles, on n'a pas agi dans ce sens-là. Nous, les gens de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, les personnes de la diaspora qui sont arrivés il y a déjà un bon moment. C'est une question qui est assez difficile. Je prends mon cas. Moi, je sais que j'ai toujours cherché à créer avec d'autres communautés, indépendamment de la communauté ivoirienne. C'est dans ce sens que en 1993, vous voyez, ça remonte déjà assez loin, j'ai eu à créer une entreprise dans la production de plats alimentaires sous vide, la 5e gamme, avec un ami camerounais et un autre qui était congolais, etc. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné quelque chose de bien pendant quelques années. Et ensuite? On est arrivé trop tôt sur le marché. Ensuite, malheureusement, le problème c'est que des fois, quand on part un peu trop rapidement
sur certaines activités, on finit par s'essouffler par manque de moyens financiers. Et quand les banques ne suivent pas, parce que nous sommes des communautés qui, malheureusement, justement, le fait que nous ne nous mettions pas ensemble pour constituer un groupe suffisamment fort afin d'être important aux yeux des banquiers, voilà. Bon. Et à un moment où ça ne suit plus. C'est ce qui s'est passé. Au bout de 6 ans, nous avons dû arrêter pour éviter les pertes. Cette aventure a duré 6 ans. Est-ce qu'après, vous avez quand même vous avez ressenti le besoin de vous serrer les coudes les uns les autres? Oui, écoutez, on a un certain nombre de personnes à avoir créé, pour répondre directement à votre question, Je veux bien. avoir mis en place une association qui parlera d'elle, je pense, de manière un peu plus importante dans les mois à venir, au sein de laquelle se retrouvent des décideurs, des cadres, même des porteurs de projets de notre communauté, la communauté africaine. Voilà. Donc, pour vous dire que oui, on a ressenti ce besoin, et puis voilà, on y est. C'est bien la preuve que nous sommes partis de constats à partir desquels on a estimé qu'on ne pouvait plus continuer à travailler seul, sans faire tourner, comme disent certaines personnes, l'argent déjà entre nous, et sans mutualiser véritablement nos moyens, afin d'affronter de manière plus hardie les marchés de façon plus pertinente, quoi. Bien, alors on reviendra sur le présent, c'est-à-dire là, si je comprends bien en filigrane votre message, c'est qu'il existe ou il existerait déjà une structure qui soit dans le sens de la fédération, la mutualisation des compétences des uns des autres, c'est bien cela? Tout à fait. Depuis 3 ans, cette structure a été mise en place. Nous travaillons doucement, mais nous travaillons sûrement. Bien. On revient vers vous dans quelques instants. Avant de libérer notre ami Vivien Gattuesi. Vous êtes toujours avec nous, Vivien Gattuesi? Oui, je suis toujours avec vous, monsieur Juvenal. Vous avez suivi un tout petit peu monsieur Dirasouba? Oui, effectivement, j'ai bien suivi ce qu'il a dit, donc il a développé qui était très intéressant. Par contre, en fait, j'aurais bien aimé nuancer justement cette question en abordant aussi sous l'angle en fait de la communauté en fait de consommateurs, parce qu'on peut distinguer justement la communauté au sens justement de la cible, la communauté au sens de la production ou au sens de la distribution, c'est pas la même chose. Donc selon que l'activité justement l'entrepreneur est d'origine malienne, togolaise ou camerounaise, il n'est pas obligé justement d'entreprendre dans un domaine qui s'adresserait directement, je veux dire, une cible en fait de consommateurs africains. Donc il pourrait s'adresser à toutes les communautés, d'où la nécessité pour lui également de s'intégrer justement dans ce tissu en fait économique qui pourrait justement rassembler d'autres entrepreneurs qui ne sont pas simplement issus en fait de sa communauté. Donc il faudrait peut-être qu'on distingue en fait ces différents angles justement d'attaque pour pouvoir aborder la question de façon un peu plus précise et plus efficace, afin de pouvoir permettre justement au chef d'entreprise de pouvoir réaliser son activité dans l'intérêt justement du développement de son entreprise. Vivien Gattuesi, j'entends tout cela, mais seulement aussi on a le sentiment que entre ceux qui sont arrivés il y a 2 ou 3 générations, je veux dire ceux qui sont dans le domaine, dans le business depuis 20-25 ans ou plus, non, il n'existe pas de réel lien entre ceux qui arrivent maintenant. Parce que le sentiment, c'est aussi que le business évolue, il change avec le temps. Et donc l'entrepreneur, justement, s'adapte justement aux besoins qui sont exprimés par le marché. Donc l'entrepreneur ne va pas simplement, je veux dire, faire en fonction de ce qui a été fait par les anciens ou par les nouveaux. Donc c'est une question justement d'opportunité aussi en fait de marché. Restez avec nous, on revient vers vous dans quelques instants. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux qui prennent le train en marche, que maintenant avance moqué, on écoutait donc Vivien Gattuesi qui nous donnait son opinion sur le fait qu'encore aujourd'hui, on a du mal à fédérer au sein de la communauté afro-caribéenne et qu'il encourageait qu'effectivement, ce soit aussi au niveau des consommateurs qu'on essaie de voir effectivement comment faire en sorte que ces personnes issues de l'Afrique puissent consommer auprès de leurs frères, comme on le dit souvent. Qui est Vivien Gattuesi? Il est aujourd'hui chef de projet à la Cité SLAP, c'est le service d'amorçage des projets dans une mairie de l'agglomération lyonnaise, pour le dire, pour ne pas la citer, c'est à Vaux-en-Velin. Avant Vivien, il y a Abdoulaye Dirasouba, il est chef d'entreprise, il est également manager. Ça me fait des signes. Oui, voilà. Donc, en fait, voilà, de l'autre côté de la vitre, c'est notre réalisateur qui me faisait des signes. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui voulait s'exprimer. Donc, je présentais donc Abdoulaye Dirasouba, qui est consultant
Il a dit les consultants tout court, il faut préciser que les consultants en management stratégique des entreprises. Viviane Gatuesi, je vous laisserai tranquille dans quelques instants, mais avant de vous laisser partir, alors, la question, je la pose autrement. On a le sentiment qu'il n'y a pas un lien entre ces chefs d'entreprise qui sont depuis 10, 15, 20 ans, voire 30 ans, et ceux qui arrivent depuis 2, 3, 4, 5 ans. Apparemment, ils ont tous les mêmes problèmes, c'est-à-dire, ces entreprises ne sont pas pérennes, ou alors ceux qui s'en sortent préfèrent évoluer, voilà, comme des loups solitaires. À votre avis, à quoi cela serait-il dû? Je pense qu'il faudrait peut-être poser la question différemment. Allez-y. Est-ce que les entrepreneurs justement dont vous parlez sont, je veux dire, des entrepreneurs par défaut, ou est-ce que c'est des entrepreneurs qui ont pensé véritablement leur projet? Parce que quand on parle justement d'entrepreneurs, c'est la prévision, c'est la projection. Donc c'est-à-dire qu'on anticipe un ensemble de choses et on met en place des actions pour justement y arriver. Donc c'est vrai que ce dont vous faites allusion, on serait tenté de penser que ce sont des entrepreneurs par défaut qui sont des personnes justement qui ont des difficultés à trouver un emploi salarié et qui s'orientent justement vers la création parce que souhaitant justement avoir une activité permettant de générer des revenus pour leur quotidien et donc ne sont plus dans la prévision et donc dans l'anticipation justement par rapport au futur. Alors, quand on est dans... Oui. Alors, pour comprendre, que ce soit par défaut ou alors par conviction ou plutôt par vocation, si on peut le dire comme cela, à ce moment, on se rend quand même compte qu'on rencontre des difficultés et que son voisin, pour prendre le cas le plus empirique qui est la fameuse zone de la Guillotière où ils sont les uns à côté de l'autre à une distance parfois de même pas 2 mètres, voilà, et il serait plus simple d'être dans une sorte de fédération pour se serrer les coudes, tout au moins pour penser à une centrale d'achat pour ceux qui ont par exemple des produits de consommation. Oui, mais c'est justement pourquoi je parle, en fait, d'anticipation, de prévision, parce que justement, quand on a pensé globalement son projet, en identifiant, les facteurs, clés de succès ou les facteurs justement qui pourraient rendre difficile en fait l'exercice de l'activité, on est censé mettre en place un plan d'action qui nous permet justement d'aller vers ça, donc de pouvoir justement se dire, aujourd'hui, en fait, si on va acheter en fait vers un fournisseur en tant qu'entrepreneur individuel, c'est-à-dire solitaire. Est-ce qu'on est plus avantageux que si on se mettait, en groupement, de clients qui pourraient permettre justement par l'effet justement d'un achat en groupe permettrait justement des économies d'échelle. Donc c'est toutes ces questions qu'il faut anticiper justement en amont de la conception de notre projet d'entreprise et surtout de la définition de la stratégie à mettre en place pour pouvoir justement faire en sorte de minimiser un ensemble de coûts et surtout de risques qui sont inhérents, à la vie d'une entreprise. Bien. Merci beaucoup à Viviane Gatuesi qui nous a fait, il faut le préciser, qui nous a fait une place dans son agenda. C'était pas prévu pour ce soir. On espère vous retrouver très prochainement, Viviane Gatuesi. Merci, Juvenal. Bonne soirée. Je me tourne donc vers l'autre invité qui est Abdoulaye Djarassouba pour aborder cette question donc de transmission d'expérience, de partage d'expérience. Abdoulaye Djarassouba, vous êtes toujours avec nous? Oui, tout à fait. Voilà. Tout à l'heure, vous voulez développer sur cet aspect en fait de la mutualisation des compétences et vous nous disiez qu'il y avait quelque chose qui serait en vue ou qui existerait actuellement. Oui, effectivement. C'est pas un secret, non? Pardon? C'est pas un secret, on peut en parler? On peut en parler avec certaines limites, puisque le mieux, c'est de procéder à un lancement plus officiel avec des convocations plus importantes par groupe de personnes. Voilà. Donc, vous dire quoi que c'est une association qui a été créée il y a quelques années et qui est en train tout doucement de se constituer assez sérieusement avec des compétences diverses et complémentaires. L'objectif des associations, justement, serait de mutualiser les compétences afin de pouvoir apporter tout ce qu'il faut en termes d'aide, d'accompagnement à tous les membres de cette association et au-delà à tous les compatriotes afro-caribéens qui auraient besoin d'accompagnement sous certaines conditions, voilà, dans leur gestion quotidienne.
Il y a un autre auditeur qui nous a rejoint. C'est même pas un auditeur, il s'appelle Benjamin Obama. Benjamin, bonsoir. Bonsoir, Juvenal. Merci de nous avoir rejoints. On a souhaité avoir votre point de vue sur cet échange, en ce sens qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre pourquoi les entrepreneurs d'origine d'Afrique subsaharienne, qui se retrouvent dans la région de Lyon et ses environs, semblent ne pas, ou plutôt ne se retrouvent pas encore comme le font, on le retrouve dans notre communauté, en une espèce de fédération ou en collectif pour se serrer les coudes. Vous qui êtes philosophe, vous avez un double parcours, vous êtes philosophe, vous êtes gestionnaire, comment cela s'explique? Alors, il faut faire la part des choses. Allez-y. C'est une problématique assez complexe. Bon, effectivement, comme vous le relevez bien, je vais l'aborder sous l'angle philosophique, mais aussi je vais l'aborder en tant que gestionnaire. Alors, sous l'angle philosophique, il faut comprendre, je veux en appeler ici à la pensée de Marcel Jousse, qui essaie de décrire les peuples africains comme des peuples, comme des sociétés globales, où l'individu se définit par rapport à son appartenance au groupe. Ça, c'est ce qui s'est passé avec nos aïeux. Mais le vrai problème ici, c'est que, d'après notre constat, je pense que l'Africain d'aujourd'hui ne sait plus trop s'autodéfinir. Il ne sait plus exactement qui il est. Or, dans ma culture, on dit si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est un peu le problème de l'Africain d'aujourd'hui. Nous sommes créateurs d'entreprises, entrepreneurs dans un contexte pas trop ségrégationniste, qui est un contexte capitaliste, un contexte néolibéral. Je suis désolé, c'est pas un système qui a été pensé pour avantager l'immigré. Donc, le problème de l'immigré, c'est qu'il fait face à une précarité indicible, sans précédent. Et comme Vivien le disait tout à l'heure, vous allez constater que la plupart des porteurs de projets, c'est des créateurs d'entreprises qui le sont par défaut, c'est-à-dire englués, ténaillés par un chômage de très longue durée. On n'a plus d'autre issue que de se dire je vais créer moi-même mon entreprise pour créer mon emploi, ce qui est louable, sauf que très souvent, leurs projets ne sont pas très, très mûris. Et effectivement, quand on crée une entreprise dans ce contexte très formel, que le contexte français, après on a des exigences, l'urgence du quotidien, on se heurte donc, n'est-ce pas, à l'implacable misère qui fait que non seulement on est incapable de nourrir sa famille, et en plus il faut payer les charges de l'URSSAF, on a la TVA, on a toutes les charges inhérentes à la création de son emploi. Benjamin Obama, oui. Excusez-moi de vous couper, mais justement on se dit, c'est dans ce cas-là où on a besoin donc de se serrer les coudes. Effectivement. Et pourquoi ne le font pas? Malheureusement, oui. Étant ténaillé par l'urgence du quotidien, si on aurait bien voulu, n'est-ce pas, penser l'idée de la fédération, se mettre ensemble pour essayer, n'est-ce pas, de souffrir ensemble et peut-être de se relever ensemble. Mais sauf que l'urgence du quotidien va faire que je n'aurai plus la notion de vision du long terme ni même du moyen terme. Puisque je suis tenu par l'urgence du quotidien, je n'ai plus le temps de regarder quels sont les problèmes de l'autre, avec qui j'essaie d'avancer, vous voyez, dans le contexte, peut-être dans un contexte collectif. Vous comprenez? Si bien donc j'essaie d'écouter l'aîné qui est intervenu avant, c'est ce qui explique l'échec de nos aînés qui ont entrepris depuis 20-30 ans et qui n'ont pas réussi à se mettre ensemble. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de vision. Et en plus, malheureusement, ils ont été ténaillés par cette urgence du quotidien. Bon, effectivement, je rebondis donc en disant, quand on ne sait pas où on va, regardons d'où nous venons. À ce moment-là, moi, je suis de ceux qui pensent que notre culture devrait voler au secours, n'est-ce pas, de la redéfinition de qui nous sommes. Notre culture, la culture africaine, qui est une culture de l'hospitalité, de la solidarité, de la parentalité, et aussi de la responsabilité, c'était de nos valeurs ancestrales, hein. Ces valeurs-là devraient peut-être voler au secours de notre entrepreneuriat. Comment? Et les exemples commencent déjà à sourdre aujourd'hui. Ceux qui l'ont compris, par exemple, j'en ai accompagné dans mon cabinet, certains Maliens, certains Sénégalais, ils ont compris que dans un contexte auquel personne ne veut faire des cadeaux, on est dans un système libéral ségrégationniste où on a du mal à trouver un financement, il faudrait qu'on se soude les coudes, qu'on se retrouve même au sein des tontines. Ces tontines ont sauvé beaucoup d'entreprises. Je pense qu'il est vraiment, je salue votre initiative de lancer ce genre de débat pour essayer peut-être de convoquer des exemples de ceux qui réussissent déjà. Puis, il en existe des cas de collectifs d'entrepreneurs de la communauté africaine qui ont commencé à mutualiser leurs efforts et leurs ressources. Et je connais des tontines qui ont constitué aujourd'hui, qui ont permis de véritables levées de fonds, n'est-ce pas, pour voler au secours
des entreprises de la communauté. Bien. Et moi, je pense que... Benjamin Bekono, excusez-moi de vous couper. Alors, pour ceux qui prennent notre marche, que maintenant, je vous rappelle, donc, vous êtes enseignant-chercheur à l'Académie de Lyon, membre du Creusot entendu, Centre de recherche en entrepreneuriat social, à l'Université catholique de Lyon. Malheureusement, le temps qui nous est imparti tire inexorablement vers son terme. On espère, Benjamin Bekono Obama, qu'on aura la possibilité de revenir vers vous afin que vous puissiez nous apporter votre regard de philosophe sur ce monde entrepreneurial. Merci. Merci. Bien. Avant de conclure, donc, je me tourne vers celui qui est notre invité de ce soir. Il s'appelle Abdoulaye Diarra-Souba, qui est chez l'entreprise lui-même et consultant en management stratégique des entreprises. Alors, Abdoulaye Diarra-Souba, on a entendu ce qu'on peut considérer comme les jeunes et qui constatent que c'est le fait que la plupart sont des entrepreneurs par défaut. Mais en revanche, il y a aussi ceux qui sont entrepreneurs, c'est-à-dire qui ont eu un cursus, voilà, de chef d'entreprise, de manager. Mais pour cela, c'est vrai, vous l'avez dit que voilà quelque chose qui est en train de poindre à l'horizon. On espère que ça pourra être porteur de fruits afin que ceux qui sont dispersés aujourd'hui puissent se ressouder. Que retenir? Écoutez, ce qu'il faut retenir déjà, si vous voulez, par rapport à la mutualisation des moyens. C'est vrai que dans la communauté, il y a quelques groupes de personnes qui commencent à œuvrer dans ce sens, hein, le besoin se faisant sentir. Dire que par rapport à ce que l'invité précédent disait à l'instant... Il s'appelle Benjamin Bekono Obama. Voilà, donc M. Benjamin Bekono Obama, vous m'avez dit. Oui. Par rapport à l'échec des aînés, il y a un constat qu'il faut faire. Hein. C'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de jeunes qui, effectivement, sont ce qu'ils appellent, ce que Obama appelait, et l'invité précédent également, des entrepreneurs par défaut. Il y en a beaucoup plus. Ceci est dit à la conjoncture actuelle, hein, le chômage, etc. Mais ça ne doit pas expliquer pourquoi, effectivement, il y aurait un échec auprès de ces jeunes-là. Non. Je pense qu'il existe beaucoup de dispositifs d'accompagnement en création d'entreprise. Je crois que les causes sont diverses et plus profondes que ce qu'on pourrait croire. Je le retiens. Et donc c'est sur cette phrase-là qu'on relance le débat. Les causes sont diverses et plus profondes qu'on pourrait le croire. Comme le temps qui nous est imparti arrive donc à son terme, Abdoulaye Diarra-Souba, on espère vous avoir une prochaine fois. Avec plaisir. C'est vrai, je dois préciser ce soir que l'invité qui était prévu, qui nous a fait faux bon, il est fait parmi ce qu'on appelle les aînés, je ne le citerai pas ce soir, et ce qui est aussi fort déplorable, c'est que quand on s'appuie aussi sur les aînés, ils ne sont pas toujours là, et voilà, s'ils nous écoutent, je lui fais comprendre que ce n'était pas très sympa, et qu'il y a d'autres aînés comme vous qui acceptent de participer au débat afin que on puisse avoir un peu de lumière sur les difficultés qu'on rencontre. Merci Abdoulaye Diarra-Souba de votre disponibilité. Je vous en prie. Merci Bien. Juvenal. Au revoir. Au revoir. Notre magazine arrive à son terme, amis auditeurs. Si vous avez aimé, dites-le nous via notre page Facebook émission Tam Tam. On espère vous retrouver mardi prochain à la même heure. À la réalisation de ce magazine, c'est Selenesi Bouloukwe qui nous a permis de nous entendre. Merci. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical. L'Afrique chez vous. Chaque mardi, de 19h à 20h, sur Radio Pluriel.